Le marketing digital est souvent perçu par les béotiens comme un moyen de faire du marketing à bon marché. Mais la réalité est bien différente. Les pratiques du terrain ne sont pas en effet toujours exemplaires et les budgets loin d'être nuls. Ils ne sont pas toujours bien gérés non plus. C'est ce que j'ai tenté de mettre à nu avec mes deux confrères François Laurent, past président de la DTEM, animateur du comité scientifique du Club Horizon de la DTEM et auteur du blog Marketing is Dead, et Cyril Bladier, DG de Business Online, agence et conseil en stratégie digitale. Deux pros du marketing digital qui ne mâchent pas leurs mots quand il s'agit de fustiger les responsables marketing sur leur absence de résultats. En fin de ce billet, Ava Ametovic d'Emarsis nous prodiguera ses conseils pour remédier à ces situations. Visionary Marketing, en partenariat avec Emarsis, vous propose une série de billets et d'analyses intitulée « Comment planter ou réussir son marketing digital ». Le sujet de ce premier épisode de cette série, ROI, l'efficacité du marketing digital en question, ou marketeur, comment dépenser le plus d'argent en étant le moins efficace possible. Pour documenter cette question, hautement polémique, nous avons procédé en deux temps. D'une part, une discussion avec Cyril Bladier et François Laurent, qui ont chacun listé les erreurs des marketeurs selon leur expérience du terrain. Pour contrebalancer ce retour d'expérience, nous avons interviewé Ava Ametovic d'Emarsis qui nous a confié ses recommandations pour remédier à ces erreurs. Eh bien, je suis avec François Laurent et Cyril Bladier. Bonjour François, bonjour Cyril. Enfin, je vais vous demander tous les deux de vous présenter. Je commence par François. François Laurent, je suis passe-président de la DTEM, animateur du comité scientifique de la DTEM. Je suis aussi un peu blogueur avec un blog qui s'appelle Marketing is Dead et puis un certain nombre d'activités marketing diverses et variées. Marketing is Dead, quand on est président de la DTEM, c'est risqué quand même. Surtout, ce qui est risqué, c'est si le marketing continue à faire n'importe quoi et à ne pas respecter le consommateur, il va à sa mort. Donc oui, c'est risqué. D'accord, on va y revenir puisque on va justement voir comment les marketeurs dépensent leur argent pour faire des campagnes marketing. Et je pense que cette discussion risque d'être assez intéressante. Cyril, je te demande de te présenter brièvement. Cyril Bladier, moi j'ai une agence de conseil en marketing et de marketing. Donc on fait à la fois du conseil et de la prod, avec une approche, notre point de différenciation, c'est de prendre le marketing à l'envers, de partir du client, ce que plus personne ne fait vraiment aujourd'hui, et d'utiliser la data pour bien comprendre les besoins et attentes des clients. Nous, on n'est que sur du marketing digital, on ne fait pas du tout de offline. Et là, on a, pour revenir sur des fondamentaux de marketing, on a une vision très pull et non push du marketing digital. Ok, on reviendra sur cette écoute du client. François, Marketing is Dead, c'est un blog qui est bien établi depuis très longtemps. Je pense que ça doit être un des blogs les plus anciens sur le marketing. C'est risqué, non, quand on est président de la DTEM, enfin quand tu l'étais en tout cas, de créer un blog qui s'appelle « Le marketing est mort ». Ce qui était risqué, c'est pour les administrateurs de la DTEM m'élire coprésident alors que le blog existait déjà depuis longtemps. Mais voilà. En fait, c'est juste un constat. C'est-à-dire qu'il y a tellement de gens qui font n'importe quoi en marketing en ne respectant pas les clients, en ne respectant rien, que si ça continue comme ça, le marketing court à sa perte. Donc c'est plutôt un cri pour régénérer le marketing. D'accord, donc il faut le voir positivement, parce que les marketeurs, finalement, on les aime bien. Hein, donc si on les secoue un peu, c'est pour leur bien. Et Cyril, toi aussi, tu n'hésites pas, on t'entend souvent dans les conférences sur LinkedIn et autres, à alpaguer les marketeurs, notamment qui n'écoutent pas les clients, comme tu dis. C'est quand même étonnant, ça, non ? Pas écouter son client. Et il me semblait que c'était la première phrase du manifeste du marketing. Ouais, j'ai publié un article d'ailleurs au mois de décembre qui était le directeur marketing est-il réellement incompétent et inutile ? En posant bien la question et voilà, pour bien comprendre, c'est une question que je pose, précisant que j'étais dans le passé directeur marketing, donc c'est pas non plus une attaque contre les directeurs marketing, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des marketeurs qui, je pense pour beaucoup, n'ont pas réellement de maturité digitale, n'ont pas réellement compris tous les tenants et aboutissants du digital, qui abordent le digital comme ils abordent le offline. Comme c'est un univers différent, si on attaque de la même manière, c'est pas étonnant que ça fonctionne pas. Avec des approches qui souvent
reste très centré sur l'offre et les produits, et le client n'est pas réellement un sujet. On est un peu dans ce domaine-là aujourd'hui, et ça me rappelle ce que m'avait dit un dirigeant d'un des gros opérateurs télécoms français. Nos équipes marketing regardent ce que font les concurrents, pas ce que fait le client. Le client, c'est pas un sujet, on s'en fout, c'est notre concurrent fait un truc, donc on le fait sans savoir si c'est bon ou pas, mais comme ils le font, il y a bien une raison, donc on va le faire. Mais le client, qu'est-ce que c'est que le client, en fait? Donc si je résume, le client n'est pas le sujet, c'est le concurrent. Tu es d'accord, François? Je pense que c'est important de regarder les concurrents, hein. Mais les clients, je dirais le marketing a mis énormément de temps à les regarder, parce qu'en définitive, l'American Marketing Association n'a inclus le client dans sa définition marketing et n'est passé au marketing de la demande que bien après-guerre. Donc, in fine, le marketing, au début, s'est jamais soucié des clients. Les gens partaient du principe que leur produit était bon. Et ce qui est le pire, c'est qu'on pourrait se dire qu'on est dans un trend d'évolution positive. À savoir, il y a une période où on s'intéressait pas aux clients, et puis ensuite, il y a une période où on commençait à s'intéresser aux clients. Mais aujourd'hui, quand on discute avec les startups, le client, ils en ont rien à cirer. Ce qui les intéresse, c'est leur produit, parce qu'ils considèrent que le produit est le meilleur du monde, et si les clients n'achètent pas le produit, c'est les cons. Et puis de toute façon, ce qui intéresse les startups, c'est de pouvoir faire plusieurs séries d'appels de fonds, et in fine, le client, finalement, c'est les financiers qui vont mettre des sous, donc le client final, pas grande importance. On va peut-être mettre les startups de côté parce que c'est un peu particulier. Effectivement, c'est un écosystème à part. Et puis en ce moment, il est très poussé et c'est très bien comme ça d'ailleurs. Pour les entreprises plus traditionnelles, aussi bien online que offline ou click and mortar, moi, ce qui m'intéresse ici, c'est comment dépensent les marketeurs leur argent. Et moi, je me souviens d'une phrase que tu as prononcée, François, dans une conférence de la DTEM qui m'a laissé à moitié raide mort. C'était, je cite en substance, ce que savent faire les marketeurs, c'est dépenser beaucoup d'argent. Waouh, ça, c'était envoyé. Et ils étaient dans la salle et ils t'ont pas envoyé de tomates. Donc c'est quelque part, ils étaient d'accord, je suppose. Et les marketeurs savent dépenser beaucoup d'argent, du moins. Ils savaient jusque, je dirais, au début du 21e siècle. En fait, les marketeurs, ils avaient mis en place des très très grosses machines, des tracking d'images pour vérifier au jour le jour l'évolution de son image de marque. Et c'était des choses quand même qui, à l'époque, valaient plusieurs millions de francs. Moi, je trouvais ça très bien, hein, parce que j'en vendais. Une fois que tu avais gagné un client, tu avais un peu assis ton business pour quelques mois. N'empêche que on s'aperçoit aujourd'hui que des grosses machines qui permettent de tout faire dans tous les sens avec beaucoup de chiffres, c'est pas d'utilité absolue. En fait, il y a une espèce de course au gigantisme de la donnée des marketeurs qui veulent tout savoir sur tout dans tous les sens. Donc avant, ils achetaient beaucoup de données. Maintenant, en plus, ils en récupèrent partout. Le seul problème, c'est qu'après, ils savent pas quoi en faire parce que de toute façon, le big data aujourd'hui, il y a personne qui sait l'analyser vraiment, ou du moins, il y a aucun annonceur qui sait réellement l'utiliser. Donc on brasse beaucoup de bruit, on fait beaucoup de choses, et in fine, ça sert à quoi? Ça accouche d'une souris. Cyril, là on touche à un de tes sujets, les données, analyser les données. Est-ce que c'est que on ne sait pas analyser aujourd'hui le big data ou c'est simplement qu'on ne fait pas l'effort de le faire? Non, je pense qu'on sait. En tout cas, nous on sait faire. Après, mais c'est vrai que le point qu'on a, nous, qui est assez en phase avec ce que dit François, c'est ouais, je vois très bien ce que vous faites, mais en fait, j'ai pas du tout la maturité et revenez dans 3 ans parce que là, on n'est pas du tout prêt pour intégrer vos insights dans notre business. Donc après, on arrive toujours, heureusement, à trouver des directeurs marketing qui sont curieux, qui cherchent de l'innovation, ou des patrons de PME, des patrons de BU qui sont extrêmement curieux, etc. Mais globalement, nous, le retour qu'on a, c'est ça. C'est ouais, votre solution, c'est très bien. On voit très bien ce que ça peut apporter, mais on n'est pas du tout en capacité aujourd'hui, par rapport à notre maturité sur le digital, malgré tout ce qu'on fait, toute notre communication sur le sujet, d'intégrer tout ça et de mettre en place tous les plans d'action qui iront derrière. Pour moi, c'est vraiment un manque de maturité. On a des dirigeants marketing aujourd'hui qui, pour beaucoup, se sont retrouvés à récupérer un périmètre digital alors qu'ils n'avaient absolument aucune formation. C'est vrai que moi, quand j'étais sur les bancs de l'école, formation digitale, ça n'existait pas. Enfin, de fait, ça n'existait pas. Et qui se sont retrouvés à récupérer ça sans forcément avoir tous les tenants et aboutissants, continuent à rester persuadés que le marketing, c'est de l'achat d'espace là où on pense toucher ses consommateurs, qu'avec une
logique qui reste très top-down, très communicante. Je vais utiliser mon site, mon blog et tous les réseaux sociaux comme des canaux de communication où j'ai balancé mon message, le sponsoriser en espérant que dans l'eau, je vais tomber sur des gens qui sont intéressés. On est vraiment sur des approches qui sont dans ce qu'on appelle le domaine du hope marketing. Et d'ailleurs, pour reprendre les études de l'AEMAC dont parlait François tout à l'heure, ou les études du Content Marketing Institute, et qu'on regarde l'évaluation du ROI du marketing digital aujourd'hui, la perception elle est quand même assez faible. J'ai une étude récemment que 75% des marketing digital n'ont quasiment pas de ROI. Oui, c'est assez logique quand tu continues à balancer des messages autour de tes problématiques sans t'occuper de savoir ce qui intéresse tes clients et si ce dont tu parles est vraiment ce qui intéresse tes clients. Tu as des campagnes qui n'ont absolument aucun ROI. On a tous vu des campagnes. Après, on entend toujours dans les médias et par les agences véhiculer la campagne qui a bien fonctionné. Mais bien évidemment, personne ne va mettre en avant toutes les campagnes qui ont été lancées, qui ont apporté 0 ROI. Il y en a un paquet. Et alors, comment on peut expliquer, François, qu'on puisse continuer à faire du marketing aujourd'hui sans ROI? Moi, j'avais cru comprendre à l'école que si tu rapportais pas d'argent, tu n'avais pas d'avenir. Je pense que c'est une erreur aujourd'hui de parler de marketing digital. Parce qu'il n'y a pas un marketing digital et un marketing non digital. Il n'y a pas de marketing qui ne soit pas digital. Et de considérer que le digital tout seul, c'est considérer qu'une partie du marketing. Et peut-être que l'erreur fondamentale, justement, c'est de ne pas assez intégrer le digital dans l'ensemble marketing. On va faire du digital en se disant, mais là, il faut absolument que je touche du fric. Et puis d'un autre côté, je vais quand même continuer à faire des campagnes d'image parce que là, ça va me servir à quelque chose. Et ça se mesure pas de la même façon. Mais malgré tout, si tu n'as pas les deux pieds, ça ne fonctionne pas. Quand il y a eu les fameuses crises, que ce soit 2008 ou avant, lorsqu'il y a eu l'éclatement de la bulle technologique, et puis même avant, en 93, à chaque fois, les directeurs financiers disaient « Oh, il faut faire des économies pour finir les fins de mois ». Et qu'est-ce qu'on coupait? C'était les campagnes d'image. Première année, on coupe une campagne d'image qui coûte très cher. Deuxième année, le directeur financier dit « Regardez, mais non seulement on a économisé de l'argent, mais en plus, on continue à vendre exactement comme avant, ça fonctionne. Vous voyez, in fine, les campagnes d'image, ça ne sert à rien. » Puis au bout de 3-4 ans, on s'aperçoit que la vente s'effondre complètement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'image pour soutenir la marque. À ce moment-là, on dit on va réinvestir dans l'image. Oui, sauf que c'est pas une campagne, c'est pas 2 campagnes qui suffisent à remonter une image de marque, c'est beaucoup plus long. Et c'est ça l'erreur de dissocier le digital du reste. On ne fera pas de ROI si on ne dépense pas du fric dans la télé ou dans les stations de métro. Et inversement, de faire de la pub à la télé, ça suffit pas si on n'a pas de bons outils pour vendre. Donc il y a une complémentarité incontournable. Donc finalement, si je reprends et je vous prends au mot, parce qu'on a dit au départ, c'était les prémices, le marketeur dépense trop d'argent. Mais là, tu viens de m'expliquer, François, que finalement, il n'y avait plus de marketing traditionnel ni de marketing digital, que les deux sont liés, et que finalement, il ne faut plus investir à un endroit ou à un autre, il faut investir aux 2 endroits. Alors Cyril, ça veut dire qu'il faut dépenser encore plus d'argent. Pour revenir à ce que tu disais effectivement sur le ROI, c'est vrai que moi c'est ce que j'ai appris à l'école et puis même sur les réseaux sociaux à l'époque quand j'ai commencé à m'y intéresser, tout le monde parlait du ROI des réseaux sociaux qui revenait partout. En fait, je pense que la conclusion sur l'impact sur le directeur marketing, il est en fait dans ce que j'ai pu lire dans des études qui sont a priori sérieuses, parce qu'elles remontent par la HBR, donc a priori on peut estimer qu'il y a un minimum de crédibilité derrière, c'est que le directeur marketing est le poste dans lequel le DG a vraiment confiance. C'est-à-dire que un DG en général a confiance dans son DRH, il a confiance dans son DAF, il a confiance dans son directeur informatique, mais globalement, les DG n'ont absolument aucune confiance dans leur directeur marketing. Et en fait, quand tu regardes, c'est l'un des postes du board dans lequel la durée de vie est la plus courte et la rotation est extrêmement importante parce que justement, il y a ce défaut de ROI se traduit par une rotation extrêmement forte au global des directeurs marketing parce qu'ils ne sont pas du tout en phase avec les attentes de l'entreprise et du DG. Et ce que les DG reprochent dans ces différentes études, il y en a aussi une d'Accenture, c'est que le directeur marketing se concentre sur des éléments d'appréciation, d'évaluation qui sont sans rapport avec le business de la boîte
qui sont totalement à côté de la plaque, déconnectés de la réalité. Et du coup, la conclusion, elle est là, c'est qu'en fait, c'est le poste dans lequel le DG a le moins confiance et le poste dans lequel il y a plus de rotation. Donc, il y a un vrai impact derrière sur la carrière du directeur marketing de ces raisons de manque de ROI dont tu parlais il y a quelques instants. Et je pense que les grands cabinets de consulting leur cirent un peu la planche parce qu'en définitive, eux, ils conseillent la stratégie. Mais le directeur marketing, il est aussi normalement en charge d'une partie de la stratégie de l'entreprise. Et si les grands cabinets veulent pouvoir vendre leur stratégie, il faut absolument qu'ils dégomment le directeur marketing. Donc, résultat, tu te retrouves tout simplement, ils veulent tout mettre dans une grosse machine, la faire tourner, sans comprendre réellement où peut se trouver une stratégie un peu intéressante, un peu fine. Et donc, résultat, pour étayer leur système, il faut rentrer des chiffres qui sortent de n'importe où, qui sont pas compatibles, mais ça, on vérifie pas la qualité des choses. Alors que, in fine, on peut des fois trouver des choses très intéressantes en termes de stratégie et qui coûtent pas cher. C'est la fameuse théorie des océans bleus et des océans rouges. Chaque fois que les grands cabinets de marketing conseillent les industriels, ils foncent tête la première avec des bazookas dans les océans rouges, histoire de taper sur les compétiteurs sans justement regarder les clients. Nous, on est totalement en ligne avec ce que tu viens de dire sur cette détection d'océans bleus digitaux. Et en fait, ce qui est assez amusant, c'est que quel que soit le marché, quelle que soit ta situation concurrentielle, même si tu es sur des marchés avec que des gros acteurs, comme par exemple les marchés automobiles, même quand tu es face à un mastodonte comme Amazon, tu dis, mais Amazon, c'est mon business, il va tout bouffer. Même dans la vente de livres, un libraire face à Amazon, tu as toujours le moyen de détecter des océans bleus, parce que Amazon, malgré toute sa puissance, ils vont pas tout couvrir. Sur le marché de l'automobile, ce qui est assez amusant, c'est que il y a une culture tellement forte dans la vision business de l'automobile que même les mandataires qui sont, à mon avis, dans ce que je comprends, leur business, c'est de prendre du business aux constructeurs. Même les mandataires ont la même vision, la même approche du business que les constructeurs qui sont chargés dans le business, enfin dans le rôle en fait, et dans leur piquer une part de marché. Mais ils attaquent le marché de la même manière, ils n'ont même pas de vision différente, tellement la culture et la manière d'aborder le marché automobile est plantée dans les gènes des acteurs du secteur. Dans l'automobile, pour rebondir sur ce que tu dis, tu as de très beaux exemples. Le premier exemple qui était magnifique, c'était celui de la Renault Espace, dont personne ne voulait, les monospaces à l'époque, parce que c'était même pas un marché, ça n'existait pas, etc. Et donc, c'était quand même le courage de Louis Schweitzer de l'imposer à toutes ses équipes, et in fine, c'était un des plus grands succès. Autre succès de Schweitzer, c'était le petit marché de ces voitures pas chères avec Dacia. Et résultat, ils ont quand même pas mal remonté, alors que tous les constructeurs ne pensent qu'une chose, c'est se battre sur le haut de gamme. Alors c'est vrai que c'est plus cher d'acheter une voiture haut de gamme que d'acheter bas de gamme, mais quand tu es plein de compétiteurs et que ça coûte très cher à fidéliser, je suis pas sûr que ce soit forcément rentable. Et puis in fine, tu as eu un petit constructeur qui s'est lancé sur la voiture électrique alors que personne n'y croyait, parce que franchement, il y a 10 ans, personne n'y croyait. Et aujourd'hui, c'est lui qui vend le plus de voitures, le modèle le plus vendu en Europe, c'est une Tesla. Donc on voit bien que finalement, aller dans des océans bleus ou dans des petits ruisseaux bleus, ça peut être extrêmement rentable, voire dominer des marchés à terme. Revenons à nos moutons. Là. On parlait de ROI, le marketeur n'a pas l'air vraiment préoccupé du ROI, en même temps, il y a des cabinets de consultants que vous n'avez pas l'air d'aimer beaucoup qui s'occupent de lui savonner la planche. Alors moi, je ne comprends pas. Si le marketeur a une durée de vie qui est très courte et que sa vie, justement, dépend, et son job dépend de sa capacité à générer du ROI, alors pourquoi, je reprends la phrase du début, pourquoi est-ce qu'il dépense beaucoup d'argent sans forcément essayer d'en gagner? Je ne comprends pas. Il y a un hiatus. Parce qu'il a le budget et que s'il ne le dépense pas, il le perd. Moi, j'ai clairement eu ça quand j'étais en entreprise. Il faut absolument que on a encore tant de milliers d'euros à dépenser, sinon on ne les aura pas l'année prochaine.
Donc ça, c'est typiquement le type d'inertie que tu peux entendre. Et puis, il y a un côté aussi rassurant de se dire, je fais ce que je peux, je fais j'utilise tel levier, tel levier, tel levier, tel levier, je fais un petit peu de tout. Et voilà, en espérant que ça puisse fonctionner. Mais sans avoir forcément d'approche très structurée derrière. C'est vrai que voilà, j'ai un prisme très analytique, très data, etc. Mais l'expérience montre que tu as quand même un impact business derrière qui est quand même loin d'être inintéressant. D'accord, mais bon, admettons que j'ai 2 millions d'euros parce que l'année prochaine, je ne les aurai plus. Mais en tous les cas, je suis quand même sur la sellette puisque mon job fait partie des jobs les plus en danger de toute la galaxie. Donc, il faut bien que je fasse quelque chose. J'ai mes 2 millions et il faut que j'optimise. Alors, revenons à nos campagnes marketing parce que c'était bien le sujet de départ, la campagne marketing. Et ce que tu m'as dit tout à l'heure qui m'a interpellé, c'est on arrose tout le monde sans forcément essayer de comprendre les messages qu'on envoie et on arrose très large. On revient à vos histoires d'océan rouge où on essaye de faire beaucoup de bruit et on tape partout pour essayer d'exister. Alors, j'ai mes 2 millions, là, et il faut bien... Comment je fais pour exister et exister intelligemment et faire en sorte que non seulement que je réussisse, mais que je sois encore là l'année prochaine. J'ai quantité d'exemples de marketeurs qui cherchent à capter des audiences qui n'existent pas. Un marketeur qui a sa vision du business, qui va me dire, je connais mes clients, je sais que la problématique c'est ça, leurs besoins c'est ça, qui vont développer tout le dispositif de contenu, webinaire, landing page, SEO, etc. sur des thématiques où quand tu regardes les chiffres, il y a 0 demande. Donc, et en fait, alors tu pourrais dire, ouais, mais c'est comme l'espace, ils vont créer le marché, sauf que non, la demande elle est ailleurs. Mais ils ont une perception du marché qui est erronée sur les besoins des clients parce que le directeur marketing a déjeuné avec quel client l'année dernière et quel client lui a dit ah ouais j'ai un problème là-dessus, j'ai rencontré des clients ils ont un problème là-dessus, on y va, on communique sur ce sujet-là, sauf qu'une fois que tu es que le consommateur ou que l'acheteur il est online, ce sujet en question, c'était peut-être l'appréciation des 4 clients avec lesquels le directeur marketing est déjeuné, mais c'est pas du tout un reflet de la réalité, de la manière dont le consommateur, des questions que se pose le consommateur ou l'acheteur pro quand il doit résoudre son problème. Et du coup, t'as des milliers d'euros qui sont investis pour aller communiquer sur des sujets qui n'intéressent personne. Moi, j'avais le cas avec un labo pharmaceutique, par exemple, qui communiquait sur ses solutions contre le tabac, et les arguments qu'elle mettait en avant répondaient à des questions que personne ne se pose. Et j'ai dit, mais pourquoi tu fais ça? Il dit, mais parce que j'ai des messages à passer. Oui, commence par répondre aux questions que les internautes se posent, va leur répondre à leurs questions, et en répondant à leurs questions, tu passes tes messages. Mais en fait, là, tu communiques sur tes trucs très techniques qui ne répondent à aucune demande de personne. Donc, tu vas jamais arriver à capter de l'internaute sur tes solutions de lutte contre le tabac, parce que tu abordes des sujets qui sont les tiens, mais qui ne sont absolument pas ceux du marché. Là, on commence à toucher le gras du sujet. Finalement, parce qu'il faut quand même rester un peu positif. Donc là, on va renverser la vapeur et on va se poser la question, non pas de savoir comment on va planter sa campagne marketing, puisque c'est le thème de cette série, mais de savoir comment on va la déplanter, la réussir. Et là, je pense que tu viens déjà de nous donner une indication. Je vais passer la parole à François dans une seconde. Ce que nous dit Cyril, finalement, c'est que on revient au point de départ et à son intuition du départ, c'est que le marketeur doit se remettre le client au milieu des préoccupations, comme disait Robert Keith dans son manifeste du marketing en 1956, « The consumer or the customer is in the middle, not the company ». Le problème, c'est que souvent, les gens qui prennent les décisions sont extrêmement nombrilistes et ils pensent que tout le monde est un peu comme eux, ou qui connaissent mieux les gens que tout le monde. Le problème, c'est ce que j'appelle le complexe de Steve Jobs, et je pense que Steve Jobs est une des personnes qui a fait le plus de tort au marketing. Pourquoi? Il était génial, il avait des idées géniales, et lui des idées de produits géniales. Le seul problème, c'est que il y a un Steve Jobs, peut-être par génération, et que tous les gens dans le marketing notamment et dans les ingénieurs, se croient équivalents de Steve Jobs. Et donc, résultat, ils se soucient strictement pas du consommateur, ils y vont allègrement, parce que de toute façon, ils pensent qu'ils ont raison et que le consommateur, on crée des marchés, on crée des produits, on crée des attentes. Or, une des choses qu'on sait bien en marketing, c'est que
On ne crée pas des attentes, on répond à des attentes préexistantes, on répond à des besoins, peut-être des besoins qui n'étaient pas visibles. Par exemple, le fait de pouvoir téléphoner dans la rue, ça paraissait pas évident, mais il y avait des attentes sous-jacentes. Et je crois que c'est ça qui est important, c'est d'être capable de comprendre réellement ce que veulent les consommateurs. Et la meilleure façon pour permettre à un jeune de comprendre un consommateur. C'est ce que faisait Procter il y a quelques années. Au lieu de les mettre dans un bureau et à faire la stratégie de l'entreprise, tu les envoies dans les boutiques et discuter avec les clients. Ça coûte pas un rond, ils touchent le client et soudain ils s'aperçoivent que le client il est autrement. Donc il faut retourner voir le client. C'est pas moi qui dirais le contraire, moi qui prétends aussi que les marketeurs doivent commencer par une période sur le terrain à faire de la vente. C'est pas forcément une mauvaise chose, c'est une bonne école. Alors, on reprend nos campagnes marketing et on reprend nos budgets qui sont dépensés un peu n'importe comment. Ça va, on a compris, donc on va arrêter de taper sur le marketeur. Je pense qu'il en a marre. Donc maintenant, Cyril, comment on fait pour réparer les choses, remettre le client au centre de la maison, faire en sorte qu'on va l'écouter, partir de... Tout à l'heure, tu as donné quelques pistes de travail, partir de ses préoccupations. Finalement, c'est un peu ce qu'on fait en B2B. En général, on parle de douleur client, mais finalement, en marketing du consommateur, il y a un petit peu la même chose aussi. Comment on peut faire pour que ces campagnes marketing soient un peu moins auto-centrées, soient moins des messages et plus des informations utiles aux consommateurs? Sur le point écoute et rencontre avec des clients, nous on voit aussi que ça génère beaucoup d'erreurs, puisque ensuite quand tu arrives en ligne, tu as quand même un prisme entre le produit, le service et le consommateur ou l'acheteur qui est le search. Et en fait, l'erreur qu'on voit, c'est que quand tu rencontres tes clients en magasin, quand tu fais des enquêtes conso, etc., quand tu déjeunes avec eux, les problèmes qui te remontent ou ce dont tu parles avec eux est parfois extrêmement éloigné de la question qu'ils vont aller poser à leur ami Google pour trouver une solution à leur problème. Et moi, j'ai quantité d'exemples où des boîtes ont fonctionné comme ça. On va écouter les clients, on fait des enquêtes conso, on les sonde, etc. On base des stratégies là-dessus. Et comme en fait tu te retrouves derrière à des années-lumière de la réalité de ce qui se passe et du search et des questions que les gens se posent sur tes produits et tes attentes, tu as des campagnes qui n'ont pas beaucoup plus d'effet. Et donc nous, l'idée, c'est d'avoir, comme j'ai dit tout à l'heure, une approche du marketing, notamment sur la partie online qui est mon business, qui est très pull et pas push, et donc d'utiliser la data pour vraiment capter ça, c'est-à-dire être au plus près des préoccupations, capter toutes les attentes exprimées. Nous, on a une méthodologie de récupération en fait de ce qui passe dans le search Google, et après t'as une vraie connaissance au plus près, très très réelle, des questions que, en tout cas online, les gens auxquels les gens vont chercher une réponse. Concrètement, sur un marché, on va aller chercher 300, 400, 500 000, 1 million de requêtes différentes qu'on va nettoyer, analyser, segmenter pour comprendre. On fait une segmentation ensuite par la demande. On a des niveaux de demande, des niveaux de concurrence. C'est là qu'on détecte des océans bleus. Et entre la segmentation qu'on a par rapport à la demande et la vision qu'avait notre client de son marché, on a souvent des décalages qui sont assez conséquents. Et là, quand tu es vraiment au plus près de ce que concrètement le client se pose comme question, des angoisses qu'il a, des questions qu'il pose à son moteur de recherche pour avoir une réponse, tu as derrière une stratégie de marketing, d'éditorial, de blog, de social media, de newsletter qui est vraiment au plus près des attentes. Tu vois bien qu'il y a des messages qui vont coller ou qui vont pas coller, plutôt que de dire j'étudie ma cible de façon massive, et puis ensuite je vais commencer à segmenter, puis je vais ouvrir des messages, je vais faire une grosse machine et que je vais la mettre en marche. Alors une fois que tu l'as mise en marche, c'est un peu compliqué à arrêter parce que surtout tu n'as pas de solution de repli. C'est de se dire tiens, je pourrais peut-être avoir telle piste, et puis hop, tu pars sur une piste, tu vois comment ça revient des consommateurs, puis après tu affines, ou sinon tu changes, etc. Un peu de test and learn, ça fonctionne généralement plutôt bien, mais c'est une façon de procéder qui n'est pas habituelle encore aujourd'hui, surtout dans les grosses entreprises. On est habitué à mettre en place des grosses machines, et ensuite on presse sur un bouton, puis on attend ce que ça donne. Ce qui fonctionne bien au XXe siècle d'une société qui est extrêmement monolithique,
qui n'a commencé à s'émietter qu'à la fin des années 80, mais qui fonctionne strictement pas dans une société complètement fragmentée comme la nôtre aujourd'hui, où en plus les évolutions sont extrêmement rapides. Et puis une autre chose qui me paraît extrêmement importante, c'est au-delà de dire je vais toucher tel ou tel gens, etc., c'est aussi de comprendre les grandes tendances d'évolution. Et je crois que beaucoup d'annonceurs ont du mal à comprendre qu'aujourd'hui, il y a un renversement de société et c'est les jeunes qui guident la société, c'est plus les gens âgés qui ont du fric, et c'est les jeunes qui lancent les tendances, et qu'aujourd'hui, des demandes de respect de la part des annonceurs, des demandes d'assistance, etc., sont de plus en plus évidentes, et qu'il faut être capable d'y répondre de façon simple. Pour finir sur une note positive, à conseiller les directeurs marketing qu'on aime bien hein, quand même, hein, on va le dire, hein, parce que on parle souvent de personnalisation, Cyril, toute cette utilisation de la donnée, cette remise au centre du client dans ses suggestions, ses douleurs, ses préoccupations, est-ce que tout ça, ça peut alimenter un moteur de personnalisation correct et est-ce que c'est une meilleure utilisation des budgets marketing dans les campagnes ? Nous, du coup, on en sort comme disais tout à l'heure, une segmentation par la demande. On a des personas, pour reprendre un terme très à la mode, qui sont basés sur des besoins et pas sur des profils socio-démographiques. Et oui, dans ce qu'on constate derrière, on a surtout une différenciation, un effet de levier par l'océan bleu dont on parlait il y a quelques instants, qui pour nous est un vrai levier d'efficacité, où on a aussi des cas, ça c'est notamment sur des PME, d'entreprises qui ont complètement revu le positionnement de leur boîte et qui en fait se sont rendues compte que elles étaient positionnées sur des marchés qui étaient beaucoup plus larges que ce qu'elles estimaient et du coup qui ont eu un levier de croissance absolument démentiel derrière parce que l'équipe marketing s'est rendu compte que ils voyaient le business par leur prisme métier qui était vraiment niche de niche. Et en fait, ce type d'étude leur a d'une certaine manière ouvert les chakras et se sont rendus compte que la perception que les clients avaient de leur marché était beaucoup plus large que ça, qu'en fait, ils avaient une légitimité beaucoup plus large qu'ils ne le pensaient. Et il y a eu un effet de levier assez colossal en allant chercher des nouveaux business pour eux. Donc il y a vraiment un effet de levier extrêmement intéressant en croissance verticale ou horizontale en allant chercher soit plus de clients dans le même domaine mais différemment, soit des clients dans des domaines annexes périphériques à ta boîte. Donc il y a des effets de levier très différents et extrêmement intéressants dans des business très très différents. François, un petit mot de la fin sur la personnalisation et l'utilisation des budgets marketing dans les campagnes ? Oui, je crois qu'il y a une chose qui est extrêmement fondamentale aujourd'hui, au-delà peut-être du ROI, d'une personnalisation accrue, etc., c'est surtout de considérer en face de soi, ce ne sont pas des clients, ce sont des citoyens et des gens qui demandent à être respectés. Et je crois que c'est quelque chose d'important parce qu'aujourd'hui, on met en place des mécanismes sans se soucier de la personne qui est derrière. Il y a un truc qui m'a frappé. Il coûte beaucoup plus cher d'aller chercher un nouveau client qu'en fidéliser un. Et pourtant, tu prends tous les opérateurs téléphoniques, par exemple, ils n'arrêtent pas d'envoyer des messages, les assureurs, c'est pareil. Allez, venez chez nous, on vous offre 1 mois, 2 mois, 3 mois gratuits. Bon. Et moi, régulièrement, je vais voir mon assureur avec qui je suis depuis 30 ans, parce que je m'en soucie pas de changer. Et je lui dis, bon alors, vous faites combien pour un mois parce que je suis un client fidèle. J'aimerais bien aussi que l'on prenne en compte, je dirais, un certain respect de ma personne et que c'est pas parce que je suis un client fidèle que j'ai pas droit à d'autres égards, etc. Donc je crois que c'est extrêmement important d'affiner sa sensibilité par rapport aux personnes à qui on parle. C'est une bonne conclusion et c'est ce respect de l'utilisateur, le respect du client. On doit le retrouver aussi dans ces campagnes marketing. Et c'est un point important. Et s'il faut dépenser un petit peu d'argent, c'est pour améliorer ce respect. Et bien, je pense que le marketeur y retrouvera son compte et un retour sur investissement aussi. Merci messieurs et bonne journée. Merci. Merci Yann.
Voilà, et pour faire suite à ce podcast avec François et Cyril sur les mauvaises pratiques des marketeurs, il fallait quand même se donner un peu d'occasion de penser positivement. Et pour ça, on voulait offrir une vue positive, dynamique sur les conseils pratiques qu'on peut donner aux marketeurs pour améliorer leur gestion. Et c'est pour ça que nous avons invité Ava Ametovic, vous êtes Senior Business Development Representative, donc vous faites partie de l'équipe commerciale d'Emarsis. Alors moi j'ai une première question à vous poser, Ava. C'est Oui. quels conseils pouvez-vous donner aux marketeurs qui veulent mieux optimiser leur budget? Donc effectivement, les responsables marketing, ils ont vraiment de bonnes raisons de vouloir optimiser leur budget. Pourquoi ? Parce que les études montrent que les budgets marketing, ils ont été considérablement réduits ces dernières années. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, les dirigeants ne peuvent pas vraiment réduire le nombre des membres de l'équipe, car on sait aussi que les équipes sont déjà très réduites, les membres de l'équipe assument de nombreuses responsabilités et travaillent davantage en interne qu'en freelance. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Donc les dirigeants, ils doivent vraiment se pencher aujourd'hui, selon moi, sur leur technologie marketing. Les équipes de marketing, elles ont généralement des dizaines de solutions en place, mais elles conduisent souvent à un cloisonnement des données. Ouais. Où elles sont pas forcément bien adoptées par chaque membre de l'équipe. En augmentant du coup l'efficacité de la technologie, finalement, les dirigeants, ils obtiennent beaucoup plus de valeur de leur budget technique. Et donc les membres de l'équipe vont passer moins de temps sur la solution et sur les défis qu'ils vont rencontrer de niveau technique. Et ils vont, en unifiant toutes ces données, tout cela, ils vont pouvoir exécuter en fait les campagnes de marketing individualisées, beaucoup plus sophistiquées, et obtenir une meilleure, voire une excellente visibilité sur les indicateurs de réussite. Bon, voilà un conseil de bon sens. Il y en a peut-être un autre qu'on pourrait donner aussi, c'est dans ces entreprises qui sont un peu grandes, où on a tendance à acheter tous les produits pour les collectionner. On ne citera pas de nom, mais je pense qu'on a déjà vu ça quelque part. Oui. Donc effectivement, avoir une meilleure gestion de ces outils et bien optimiser ces outils de marketing, ça paraît évident. Alors, pour gérer ces campagnes omnicanales de manière optimisée aussi en termes de budget et de résultats, quels sont les bons réflexes? Qu'est-ce que vous conseillez à nos marketeurs? Alors, c'est vrai que je parle avec beaucoup de marketeurs et effectivement, pour mener une campagne omnicanale de manière optimisée, on a besoin de 3 choses selon moi. Premièrement, on doit rassembler toutes les données cloisonnées dans une campagne omnicanale qui vont entraîner une mauvaise communication. Et cela entrave la personnalisation, ce que du coup les clients préfèrent vraiment. Deuxièmement, on a besoin d'automatisation et d'intelligence artificielle pour réussir cette personnalisation à grande échelle. En fait, votre technologie, vous, marketeur, vous devrez faire le gros du travail pour vous en sachant quand et où engager vos segments de clientèle. Et troisièmement, il faut continuer à tester et à ajuster, améliorer les campagnes existantes plutôt que de se contenter d'en créer des nouvelles, donc perdre un peu plus de temps, et donc examiner les résultats et modifier du coup le timing et le message à mesure qu'on apprend à les connaître et qu'on comprenne vraiment bien ce qu'ils veulent. En ce sens, on va répondre à leur réel comportement. Ben, voilà un conseil encore de bon sens, perdre du temps pour en gagner. Je pense qu'effectivement, c'est un des mots du siècle, c'est que on essaye toujours d'aller trop vite. Et finalement, à force d'aller trop vite, on finit par oublier les fondamentaux, et notamment celui que vous avez indiqué au début, le fameux partage des données entre services, C'est ça. avec l'irritant magistral de la relation client qu'on rencontre absolument dans toutes les entreprises, ou à quelques exceptions près, c'est le service client qui vous demande quelle est votre adresse, parce que il est noté dans un coin mais pas noté dans un autre. Et alors ça, c'est véritablement insupportable. Exact. Bien. Alors, il y a peut-être aussi un conseil que vous donnez. Ça, c'est la première fois que j'ai discuté avec Emarcy, c'est quelque chose qui m'a frappé. C'est que le conseil que vous donniez, c'était il faut envoyer moins de messages. Alors je me dis ça, pour des gens dont le métier est d'envoyer des messages, c'est bizarre, parce qu'en général, ils nous incitent plutôt à en envoyer plus.
C'est ça exactement, vous n'êtes pas le premier à faire cette remarque, mais en tant que spécialiste du marketing, nous aimons faire participer nos clients. Mais la vérité, c'est que nous en faisons vraiment parfois trop, évidemment. Et parfois, il faut envoyer envoyer beaucoup plus de messages n'est pas vraiment la bonne solution. Ce n'est peut-être pas ce que le client y souhaite finalement à ce moment précis de son parcours-là. Même nous, lorsqu'on reçoit des emails, parfois on est un peu irrité. Et en fait, les spécialistes du marketing doivent vraiment s'appuyer sur l'automatisation pour gérer et mettre à jour les Oui. segments en fonction du cycle de vie des clients. Ce qui peut Ah, signifier, oui, ce qui peut non, mais ça, signifier, c'est super oui, important ce que vous venez de dire, parce que oui, on est tellement habitué à entendre parler, notamment des pseudo-experts du marketing, qui parlent d'automatisation, qui n'est en fait qu'un outil pour casser les pieds aux gens, à plus de personnes, et vous l'utilisez à l'envers, vous automatisez pour en envoyer moins. C'est très important, ça. c'est C'est ça un message exactement, à faire exactement. passer au plus de marketeurs possible. C'est ça. Et en fait, tout ça peut signifier que on va les faire passer dans un segment beaucoup moins actif, avec moins de messages pendant un certain temps. Et plus tard, lorsqu'ils seront prêts justement à acheter, ils pourront revenir dans le segment actif et du coup être potentiellement intéressés. Mais heureusement, l'automatisation peut faire ce travail pour les spécialistes du marketing. Sinon, effectivement, ils seraient coincés à gérer la segmentation toute la journée au lieu de faire un travail plus créatif qui est leur principal Oui. métier finalement. Ah, vous venez de me réconcilier avec l'automatisation. Je vais passer une bonne journée grâce à vous. Euh, alors, d'ailleurs, si on parle d'automatisation intelligente et donc de moindre nombre de messages, eh bien, on parle aussi de sobriété numérique à un moment où notre planète souffre un peu. Enfin, c'est pas tellement la planète d'ailleurs qui va souffrir, c'est surtout nous, si on en croit le dernier rapport du GIEC. Oui, alors lorsque vous menez des campagnes de manière intensive, c'est-à-dire que vous envoyez des messages aux clients qui sont de manière très fréquente, on a aussi immédiatement un problème. Le problème, c'est que vous vous concentrez plutôt sur ce que vous voulez dire et non sur ce que votre client veut entendre. Donc vous avez là perdu de vue l'expérience individuelle et donc on se sent moins personnalisé. Et en fait, la personnalisation, c'est vraiment un moyen de faire preuve d'empathie envers vos clients. Et donc, il s'agit vraiment de les connaître, de savoir où ils sont dans le cycle de vie de vos clients et de leur donner les messages et le contenu qu'ils veulent vraiment, in fine. Mmh. Si évidemment on ignore cela, ils seront frustrés et donc potentiellement ne vont plus revenir. Mais personne n'aime que ses préférences soient ignorées, n'est-ce pas? Donc moi, je n'aime pas ça en tout cas. Donc en tant que spécialiste du marketing, on doit vraiment faire preuve de plus d'empathie, de vraiment adapter nos messages au risque des fois de les voir s'éloigner. Mais bon, le bouton de désabonnement, il est très facile à cliquer et effectivement, il faut pas les tenter hein. Donc mais je pense vraiment que la chose la plus importante aujourd'hui, c'est vraiment de bien les connaître pour communiquer avec eux et faire en sorte de bien les comprendre. Donc, si les marketeurs avisés suivent vos conseils et qu'ils économisent de l'argent, il doit leur rester du budget. Donc, qu'est-ce que vous leur conseillez de faire avec ce budget pour le dépenser intelligemment et efficacement? Alors, si les responsables du marketing ont un peu de budget en réserve, tout d'abord, offrez peut-être un café à vos équipes, elles le méritent très certainement. Mais plus sérieusement, c'est un très bon moment pour regarder quels plugins sont disponibles pour votre plateforme d'engagement client. Chez Marcis, par exemple, nous avons des partenaires technologiques qui peuvent vous aider à faire des choses comme apprendre à connaître vos clients ensemble, comme le profilage progressif, intégrer votre magasin physique à votre présence numérique, ce qui est très important. Ils peuvent également vous aider à susciter l'engagement de vos clients. Par exemple, en améliorant la portée des téléphones portables ou l'expérience post-achat, ou même en envoyant des courriers directs. Et en fait, là, ce ne sont que des exemples parmi tant d'autres. Mais en réalité, offrir un café à votre équipe, je pense que ce n'est pas une mauvaise idée. Bon, eh bien voilà, on fera marcher les affaires des fabricants de café en tout cas. Merci Ava, et grâce à vos conseils, eh bien les marketeurs savent ce qu'il leur reste à faire. Merci à vous, Yann.
Surtout, n'oubliez pas de mettre une bonne note à ce podcast si vous l'avez apprécié.